Bonjour, ravi de vous accueillir dans cet épisode de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir un confrère. C'est sans doute le journaliste sportif le plus célèbre de la télévision. Des petites lunettes rondes, un phrasé reconnaissable entre tous, un anglais impeccable, des interviews, traductions dans la foulée. Vous l'avez sans doute reconnu, Nelson Montfort est parmi nous. Et mon invité, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir, Nelson. Moi aussi, Marie. Surtout après une telle introduction. Je crois que tout le monde a reconnu. Rougir, là. Tout le monde a reconnu le grand Nelson Montfort, qui vient nous rendre visite sur KTO avant de faire un dernier tour de piste, un tour d'honneur sur les plateaux de France Télévisions, puisque vous bouclez la boucle de dizaines d'années de carrière par les Jeux Olympiques de Paris. Mais aussi Roland-Garros. Oui, et les Jeux paralympiques que je ne saurais oublier pour différentes raisons. Et donc, les Jeux paralympiques. C'est un bel été, oui, c'est un bel été. Parce qu'ensuite, vous prenez votre retraite. Alors, est-ce qu'on peut dire ça sur France Télévisions en tout cas? Non, on va pas dire ça. Il y a des choses que je peux pas encore trop dire, mais disons que tout ne va pas s'arrêter si vous le souhaitez. J'ai aucun problème. Tout ne va pas s'arrêter le 31 décembre. Voilà, donc ça, nous en sommes tous très heureux. Voilà, après, on ne dirait pas, mais Nelson Montfort a un peu plus de 70 ans. Mais donc on est content de l'entendre. Donc vous allez sans doute continuer peut-être après. Comme consultant, il y a deux, trois choses qui se profilent. Et puis j'ai désormais pas mal d'autres activités, parmi lesquelles la littérature, le théâtre, la musique tiennent une large place. Beaucoup d'autres choses. Mais bon, c'est une forme de dernier tour de piste quand même. En tout cas, dans cette fonction-là oui, c'est d'ailleurs la raison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est pas la période la plus facile. C'est assez facile à comprendre. C'est vrai que j'ai vécu des moments formidables. Un jour ou l'autre, parce que c'est normal, parce que c'est la vie, ça s'arrête. C'est pour ça qu'il faut préparer d'autres choses, ce qui est le cas. Et puis surtout, il ne faut pas que je me mette dans cet état d'esprit, parce que si je me mets dans cet état d'esprit, je vais forcément plonger dans une forme de mélancolie qui n'est pas du tout dans mon caractère. Donc voilà, je vais essayer d'en profiter le plus possible. Et puis, bon, avec des JO notamment à Paris, qui normalement devraient bien se passer, là, je suis vraiment très, très heureux. Oui. Est-ce que c'était un peu le seuil ou le Graal que vous étiez fixé, ces JO de Paris 2024 ? C'était une espèce C'est-à-dire que quand Paris a su... quand nous avons su que Paris allait obtenir les Jeux, c'était en 2017, c'est 7 ans avant. Oui, je me suis dit qu'au fond, ça serait une assez jolie porte de sortie, entre guillemets, oui. Vous en avez fait 15 des JO. Alors oui, ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que c'était à la fois été et hiver confondus. Parce qu'au départ, c'était tous les 4 ans, été et hiver dans la même année. Là, c'est de 2 en 2, donc évidemment, ça a beaucoup augmenté ma participation, si je puis dire. D'autant qu'en plus, je suis présent, mais vraiment assez fortement sur les deux. Hiver avec, on va dire, neige et glace, le patinage notamment, et l'été avec l'athlétisme, la natation, les grands sports olympiques rois, oui. C'est ce que vous allez commenter d'ailleurs cet été, natation, athlétisme, plus peut-être faire des séquences sur les jolis monuments de Paris, etc. Augmenter justement la rubrique, on va dire patrimoine, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et juste avant Roland-Garros aussi ? Alors Roland-Garros qui est terminé à l'heure où nous parlons et oui moi franchement j'ai toujours pensé que l'été commençait à Roland-Garros. C'est une phrase que j'aime bien. Bon là ça a commencé au mois de mai comme vous le savez, mais voilà c'est un moment très très fort chez les Français, pas seulement chez les Français, c'est un tournoi vraiment... Je pense même qu'avec le Tour de France cycliste, bon là il y a les Jeux, mais ça c'est une fois tous les 100 ans, c'est sans doute le plus bel événement de sport organisé en France, certainement. Qu'est-ce que vous préférez commenter, vous, le golfeur à l'origine ? Alors oui, effectivement, je vois que vous êtes bien informé. Alors évidemment, le golf à la télévision fut, d'ailleurs c'est amusant, mais c'était il y a 30 ans, fut mon premier sport. À l'époque, on retransmettait en direct des tournois, notamment le dimanche après-midi. Et mon Dieu, ça faisait quand même une audience tout à fait correcte. Bon, maintenant, pas suffisamment selon les standards d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un sport que j'adore comme pratiquant, comme spectateur et donc comme ça m'est arrivé comme commentateur. Vous continuez à jouer au golf ? Oui, c'est un sport qui accompagne ma vie, oui. Et pour les autres sports, lequel
vous plaît le plus à commenter? Alors, je joue au tennis avec mes filles. Le ski, j'ai démarré dès l'âge de 3-4 ans. Je me suis mis avec beaucoup de bonheur, là, plus récemment, au ski de fond, au ski nordique, que j'adore. Et puis le patinage, moi, en ce qui me concerne, j'hésiterais de le qualifier d'artistique. Mais enfin, j'ai même pris des leçons avec Philippe. Candeloro, qui m'a donné des leçons de patinage. Et c'est un sport. Je pense, en fait, Marie, que sans être évidemment un champion, mais je pense qu'il n'est pas mauvais de pratiquer le sport que l'on commente. Je trouve qu'il y a une forme de respect dû aux téléspectateurs. Il y a une forme de crédibilité, même due à soi-même. Je me verrais assez mal, comme ça, arriver, par exemple, commenter du golf sans avoir jamais joué au golf. Ça me semble impossible. C'est compliqué. Oui, parce qu'il y a quand même, des règles un peu, voilà. Et je pense que c'est pareil pour les autres sports également. Donc voilà, je suis heureux dans ma vie de sportif, comme pratiquant, et évidemment comme présentateur, commentateur, intervieweur. Donc aussi un peu de natation et d'athlétisme. Alors mais tout le monde fait de l'athlétisme. Tout le monde, je pense que toutes les personnes, vous pouvez aller, il y a 65 millions de Français, tout le monde a dû faire de l'athlétisme, entre guillemets, au sens de courir un 100 mètres, enfin un 50 mètres, peut-être un 20 mètres, tout le monde en est capable. Et le jogging, je n'ai pas besoin de vous dire, ça se développe à vitesse grand V. Donc oui aussi, mais j'hésiterais à parler d'athlétisme. Mais étant jeune, oui. Étant jeune, je m'étais même essayé au décathlon, c'est-à-dire 10 épreuves. Le 9, ça allait. Le saut à la perche, c'était trop difficile pour moi. Parce qu'il y avait le saut à la perche, il y a la tête en bas et la perche j'ai la perche en haut. Mais sinon, les 9 autres épreuves du décathlon, je m'y étais essayé. Pas de commentaires de foot? Alors, ça ne s'est pas. Alors, déjà, il y a deux choses. Ça ne s'est pas trop présenté, ça s'est pas présenté. Une appétence personnelle? Non, ça ne s'est pas présenté, mais il se trouve que ça ne s'est pas présenté parce que sur notre chaîne, où on diffuse vraiment beaucoup de sports, vraiment, les Jeux Olympiques que nous nous apprêtons à diffuser, on va diffuser tout in extenso sur la 2 et sur la 3, du matin au soir et tout. Mais c'est vrai que le reste de l'année, et là il y aura également du football, parce qu'il y a le football olympique, mais c'est vrai que le reste de l'année, il n'y a pas tellement de football chez nous. Nos confrères font ça très bien, je pense notamment à Canal, à beIN Sport. Nous avons la Coupe de France de football, ce qui n'est quand même pas trop mal, mais on n'a pas de football récurrent, si vous voulez. Donc ça ne s'est pas vraiment produit. Sans regret d'ailleurs. Sans regret. J'aime ce sport, mais voilà, je ne suis pas un fanat de ce sport. J'aime suivre les grands matchs. Voilà. Est-ce que le sport a beaucoup changé et le journalisme sportif aussi? Oui, beaucoup changé. Vous avez vu toutes ces Oui, il a considérablement changé parce que ce qui a changé, c'est l'univers médiatique. C'est-à-dire que la proximité n'existe plus. Autrefois, quand je dis autrefois, c'est comme il y a une trentaine d'années, mais c'est vrai que moi, si vous voulez, à Roland-Garros, j'ai fait un peu le delta entre John McEnroe et Rafael Nadal, c'est pas mal. D'ailleurs, ces deux noms-là sont quand même pas anodins. Mais McEnroe, je me souviens, je le croisais dans les allées et on se parlait comme ça. Une fois même, on a pris une glace ensemble. John McEnroe, qui à l'époque était numéro 1 ou 2 mondial. Donc aujourd'hui, c'est totalement impossible. Aujourd'hui, un joueur à Roland-Garros ne peut pas faire un pass en 4 gardes du corps autour de lui. Ce qui veut donc dire qu'il y a forcément une proximité qui n'existe moins, voire plus, et ce qui a malheureusement pour conséquence d'éloigner, parce qu'à partir du moment où il est éloigné des médias, quelque part, il est éloigné du public. Et c'est vrai que cette proximité, n'existe plus. Ça, c'est venu au fil du temps. Ça, c'est un premier point. Puis la deuxième chose, c'est que la proximité orale n'existe plus non plus. Existe beaucoup moins. Parce que ces joueurs préfèrent passer par leurs réseaux sociaux eux-mêmes pour communiquer ce qu'ils ont à dire. Avec un journaliste, ils vont sans doute... C'est peut-être un peu moins en direct, un peu moins vrai en direct, mais sinon, ils vont penser qu'ils sont piégés, etc. Donc, ils ont des community managers pour s'occuper de leur communication. Alors que, Marie, il s'agit de parler d'un match de tennis. Il ne s'agit pas de parler des réserves d'or à Fort Knox. Je veux dire, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les sportifs se protègent, c'est le mot que je cherchais, se protègent énormément eux-mêmes et je pense se protègent trop. Donc on n'aura pas l'interview mythique de Carl Lewis comme à Atlanta 96. Je vois que vous êtes bien informé. Je crains que ça ne soit plus difficile. Ça sera plus difficile d'obtenir à la sortie de la piste à la sortie du bassin. Voilà, ça sera plus difficile en dehors justement de ces zones d'interview spécialement aménagées pour. Ça sera plus difficile pour ne pas dire impossible.
Racontez-nous un petit peu, quels sont, justement, on parlait de Carl Lewis, j'imagine que ça fait partie de, sur le podium, du panthéon de vos interviews. Il y en a d'autres, Rafael Nadal, peut-être? Alors, Rafa, j'ai eu la chance d'accompagner ses 14 victoires à Roland-Garros, et justement, le protocole, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, fait que la première personne à qui il parlait après ses victoires, c'était moi. Je pense qu'il aurait voulu aller échanger avec sa famille avant de parler à moi. Donc, c'est créé là, du coup, une complicité très forte. C'est vrai que c'est un garçon que j'ai vraiment côtoyé. Puis Nadal, en plus, c'est un clan. C'est-à-dire qu'il y a lui, il y avait son oncle Tony, aujourd'hui c'est Carlos Moya, son entraîneur, voilà. Enfin, je veux dire, plus son manager, son attaché de presse, sa femme, naturellement, qui que ça. C'est un clan, mais qui n'est pas énorme, qui est 5-6 personnes. Il y a des joueurs qui sont entourés de 40 personnes. Lui, non, c'est toujours 5-6, les mêmes. Donc j'ai réussi à, entre guillemets, à pénétrer timidement dans ce clan, mais qui m'ont vraiment ouvert leurs portes, et le concernant qui m'a pas mal ouvert son cœur. Donc ça, effectivement, c'est un super souvenir que d'avoir accompagné Rafa durant toutes ces années à Roland-Garros. Ça, c'est grâce à votre espagnol? Au début, je pense que ça a aidé. Maintenant... 5 langues, Nelson Montfort, je crois, 5-6. Oui, 5 langues. La raison pour laquelle j'hésitais, c'est parce que pour répondre à cette question, je pense que la première responsabilité due à un communicant, à un journaliste, que ce soit écrit ou oral, c'est de bien s'exprimer dans la plus belle langue qui soit, c'est-à-dire la nôtre. Moi, la plus gentille chose qu'on puisse me dire, c'est ouais, tu parles un très bon français. J'essaye, en tout cas. J'essaye. Et c'est vrai que malheureusement, il y a pas mal d'écarts. Certaines chaînes info avec les bandeaux là, qui passent avec des fautes d'orthographe, mais énormes. Énorme, grossière, le ER à la place du E accent aigu. Enfin, c'est des problèmes de rapidité aussi. Oui, enfin... Oui, enfin peut-être. Allez, c'est un problème de rapidité. Rapidité, c'est écrivant avec E accent aigu, pas ER. Non, ce que je veux dire, c'est ça. Donc ça c'est vrai qu'au départ, pour répondre à votre question avec Rafa, oui, ça m'a aidé le fait de parler espagnol, mais je pense que aussi le fait de... Je sais pas, le fait de l'aborder, le fait de... Je sais pas, il s'est passé quelque chose. De savoir qu'il était le bienvenu et plus que le bienvenu. Et avant de parler quand même, parce que le temps passe vite, on parle de rapidité, de temps qui file. Quelle est l'interview que vous n'avez pas faite et que vous auriez souhaité faire, en fait? Alors, je pense que je ne pouvais pas la faire parce que je n'étais pas né, tout simplement. Mais en 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, il y a une fraternisation extraordinaire entre Jesse Owens, un athlète noir américain, et Lutz Long, un athlète blond arien selon les critères de l'époque. Et Long, loin d'être l'adversaire numéro 1 de Owens, est devenu son ami l'espace d'un concours, l'a aidé à prendre ses marques sur la piste et l'a aidé en fait à obtenir la médaille d'or. Et ceci au nez à la barbe de tout l'état-major, nazi de l'époque, etc. Cette scène de fraternisation, je pense, est unique dans les annales du sport. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé être là pour être à leur côté. Voilà. S'il y a une interview que j'aurais aimé faire, c'est sans doute celle-là. Plus près de nous, non, parce que j'ai eu la chance d'avoir à peu près tout. Enfin, je n'ai pas de regrets. On perd pas de temps, je parle du temps, tout le temps qui file, parce que vous êtes déjà reconverti, on le disait. Alors avec des cahiers de vacances, notamment un été sport avec Nelson Montfort, c'est un cahier de vacances pour adultes, aux éditions Magnard, avec des infos, des jeux, des rubriques insolites. Il a tout de suite fait appel à vous, l'éditeur. Vous étiez la personne idoine pour ça, avec beaucoup d'anecdotes. Racontez-nous, ça a dû être assez jubilatoire d'écrire ça. Pour faire court, les cahiers de vacances, eux, existent depuis près de 80 ans. Et c'est très inscrit dans la tradition française. Donc, c'est pour jeunes, c'est pour enfants, etc. Mais les éditions Magnard m'ont proposé quelque chose d'autre. Un cahier de vacances pour adultes. Prenant prétexte de cet été de sport qui est très intense, comme nous sommes en train d'en parler. Et donc, à l'image, en fait, de ces cahiers de vacances, sans vouloir m'éloigner de leur ADN, si je puis dire, et ben voilà, j'ai conçu ce livre, texte et photos, et images, dessins et tout. Ça a été passionnant à faire. Et puis bon, il y a plein de... Par exemple, l'une des questions faciles, celle-là, qui est le tennisman espagnol qui a gagné 14 fois Roland-Garros? Pour ça, on vient d'en parler. Mais il y a des questions plus difficiles. Il y a 3-4 degrés de questions. Et voilà. Et puis il y a également un QR code. Et dans le QR code, également, chez les enfants, je réponds aux enfants. Ça, c'est très, très sympa à faire. Voilà. Donc non, ça a été un très joli moment avec des gens. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec eux.
En tout cas, c'est un joli produit. J'ai appris d'ailleurs dedans que Nadal, Federer, on les appelait le couple Fédal, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est pas très difficile à trouver, c'est ça, effectivement. Oui. Djokovic étant un peu exclu de cette histoire. Oui. On apprend plein de choses, non, en fait. Oui, parce qu'en plus, j'ai des coups de cœur et des coups de griffe. Ça, c'est amusant, parce que, voilà, les coups de cœur, justement, les coups de cœur, c'est pour Rafa, dont je parle abondamment dans le livre. Les coups de griffe, les coups de griffe, ça, je vais peut-être vous surprendre. Il y a un immense basketteur américain, Michael Jordan, qui était considéré comme le plus grand basketteur du monde il y a une vingtaine d'années, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par 2 fois, et qui m'a semblé, notamment la deuxième fois, plus attachant sur les parquets de basket qu'il n'était dans la vie. Et voilà, ça c'est un coup de griffe. Vous savez, quelquefois on a tendance un peu à idéaliser le monde du sport comme les artistes et autres, et quelquefois il faut revenir un peu de ce genre d'illusion. Alors, il y en a un que vous aimez particulièrement et pour cause, on l'a cité tout à l'heure, un patineur, c'est Candelero, avec lequel vous êtes sur les planches et non pas sur la glace. Ça patine à Tokyo, vous continuez votre tournée, vous n'arrêtez pas en fait. Oui, c'est-à-dire que c'est une tournée qui commence, je croise les doigts, mais qui commence vraiment à prendre. C'est une comédie policière qui est très charmante, qui est très drôle, très drôle, on rit énormément. Puis en même temps, il y a de la tendresse et tout. Elle est très bien écrite par le tandem Hugo Crémasky, Julien Grange. Et là, il est en train de se passer quelque chose. Je suis même moi-même étonné parce qu'au départ, nous faisions des salles, disons, relativement modestes, des salles de 150. Et là, nous passons à la dimension au-dessus avec des salles de 400-500 places qui s'annoncent complètes. Donc ça, je suis très heureux parce que, j'ai toujours été un passionné de théâtre. Alfred Hitchcock disait le théâtre, c'est la vie en mieux. J'adore cette phrase. Et puis 2, je pense que les gens ont singulièrement besoin de rire aujourd'hui. Et là, avec ça, ils sont servis, oui. Bon, on va continuer à parler de théâtre, d'art, plus largement avec la deuxième partie de l'émission où je vais m'éclipser. Je vous propose 4 mots, à vous de nous les éclairer. Le temps passe vite en votre compagnie. Le temps passe très vite et vous avez tellement de choses à raconter, votre vie est tellement dense, ça fait plaisir. À tout de suite. Nelson, vous, le passionné d'art et de lettres, on en a déjà un petit peu parlé avec le théâtre, vous avez, je crois, une autre passion, et ça sera mon premier mot pour vous, le mot musique. Oui, c'est une passion qui vraiment accompagne ma vie, alors de 2 manières. Comme auditeur, où là, je suis un grand amateur de musique baroque, d'oratorio, et d'ailleurs, je sais que vous en diffusez sur cette chaîne, et je vous en sais gré. Et puis également comme interprète, où là, je suis plus dans la musique, on va dire, folk, anglo-américaine et chansons françaises d'avant. Alors, je n'ai aucun problème à assumer des goûts d'avant. Je pense que Georges Brassens, Jean Ferrat et bien d'autres sont très nettement supérieurs à beaucoup d'artistes que l'on entend aujourd'hui. Je ne les mets même pas tous dans le même sac. Il y a des artistes d'aujourd'hui comme Vianney que j'adore. Mais enfin, disons que voilà, j'assume totalement des goûts en matière de chansons françaises, des goûts d'avant. Et effectivement, je joue, je chante et je joue un peu de guitare. Voilà. Et vous composez ? Alors, il m'est arrivé, il y a déjà un certain temps, il y a longtemps même, d'écrire 1 ou 2 chansons qui ne sont pas restées dans les annales du show business, ça c'est certain. Mais c'est pour ça que je pense pouvoir dire que j'ai un jugement, enfin évidemment, on n'est pas obligé de partager ses goûts, évidemment, mais je crois que j'ai un jugement musical assez sûr. Si vous voulez, j'arrive quand même à voir, enfin plutôt à entendre plus exactement, ce qui est bon de ce qui l'est moins. Vous avez une bonne oreille. Voilà. D'où sans doute aussi toutes les langues que vous parlez. On en reparlera. Vous citiez Jean Ferrat. Vous avez écrit un livre sur Jean Ferrat. C'est le cas également de Trenet. Oui, j'ai également écrit un livre sur Charles Trenet. Et puis j'ai développé sur Georges Brassens. Là, on a quand même un trio assez magique quand même. Sur Georges Brassens, un spectacle qui s'appelle Les Copains d'abord, où j'étais à la tête d'un groupe de 7-8 musiciens, où nous interprétions les œuvres de Georges de façon un peu jazzy, et où je racontais pas mal d'anecdotes sur sa musique et sur sa vie. Le jazz, vous aimez bien ? Je ne suis pas un grand fanat de jazz, mais j'aime certains rythmes jazzy et j'adore Louis Armstrong, mais ça me fait penser à mon 2e pays, c'est aussi pour ça. Alors, parlons-en de ce 2e pays. Votre père était américain ? Oui, citoyen américain, malgré le nom Montfort, qui est un lointain nom français d'origine protestante. La famille de mon père avait en fait fui la France au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Là, j'ai des
des documents même assez précis qui en attestent. Et via les Pays-Bas, qui à l'époque était une terre de grande tolérance, ensuite la lointaine famille de mon père était partie pour l'Amérique. Et c'est amusant que je dise via les Pays-Bas, parce que ma mère était néerlandaise, Van de Kerkhoff, de naissance. Et donc voilà, ça a été je suis vraiment ce qu'on appelle un citoyen du monde. Je sais que ce mot a été parfois un petit peu galvaudé, mais là, en ce qui me concerne, c'est la vérité. Je suis vraiment voilà. Je pense que ça m'interdit trop de chauvinisme dans mes commentaires. Je pense que c'est plutôt positif tout ça. Père américain, mère néerlandaise, et pourtant né à Boulogne-Billancourt, et ensuite parti en Suisse. Oui, en Amérique et en Suisse, et de nouveau en Amérique. Parce que mon père était devenu, après la guerre, mon père qui aurait pu être en fait mon grand-père, il m'a eu très tard. Mais, vous êtes fils unique? Oui, fils unique. Ce qui d'ailleurs a pas mal influencé ma vie d'une certaine manière. Mais pour répondre à votre question, oui, comme mon père voyageait beaucoup, j'ai été effectivement dans un internat, comme on disait. J'ai même été dans un internat en France qui, pour la petite histoire, s'appelait le Moncel, et où j'avais comme condisciple, enfin avec quelques années d'écart, il est un peu plus âgé que moi, oui, il y a quand même 7-8 ans d'écart, Michel Sardou, qui était... et là aussi, le Moncel est un institut protestant, essentiellement. Il y a beaucoup d'Alsaciens, il y a beaucoup de professeurs alsaciens, je m'en souviens. Ça remonte à quelques années. Et c'est devenu par la suite le campus d'HEC à Jouy-en-Josas. Et ensuite, la Suisse ? Oui, absolument. J'ai fréquenté pendant 8 ans un institut qui s'appelle l'Institut Le Rosé, où là, j'ai rencontré... Ça m'a vraiment mis dans un mood de culture internationale, de langues internationales, tout à fait extraordinaire. Et puis surtout, c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais sur l'amour du français. J'avais un professeur de français, Charles Stickel, qui était aussi alsacien, qui m'a donné l'amour des beaux textes d'une manière extraordinaire. Je me souviens très bien que c'est quand même assez rare. Je veux dire, il terminait les cours et puis nous restions ensemble tous les deux pour parler d'Hugo, de Racine, de Corneille et de tant d'autres, de Zola et de Balzac et de Stendhal. Enfin voilà, tous ces noms-là. La littérature française du 19e siècle m'a considérablement... plu et bien en dessous de la vérité, m'a emballé, si vous voulez. Pour revenir à la langue, c'est aussi une forme de musicalité. Quelle serait votre langue maternelle? Votre mère étant néerlandaise, vous parlez le néerlandais? Alors, je le parlais. Je l'ai malheureusement oublié parce que, évidemment, les langues, comme dans beaucoup d'autres choses, comme le sport, ça, il faut évidemment les pratiquer. Or, aujourd'hui, que ce soit en Allemagne ou aux Pays-Bas, tout le monde parle anglais, tous les jeunes parlent anglais, ce qui est un peu moins le cas en France. Enfin bon, ça, c'est une autre question. Mais je referme la parenthèse. Mais donc, voilà, si vous voulez, l'anglais est devenu à la fois ma langue paternelle et maternelle dès le plus jeune âge. Il se parlait en anglais, mes parents parlaient anglais entre eux, voilà. J'étais fils unique, donc à partir de là, je n'entendais que parler anglais. Et en fait, j'ai parlé même anglais avant le français. Oui, et étonnant, parce que ce français que vous maîtrisez à la perfection, il est venu en fait après. Il est venu peu de temps après. Peu de temps après. Oui, peu de temps après, oui. Mais il est venu après, effectivement. Ma première langue a été l'anglais, ça c'est certain, oui. Et votre langue de cœur, ça reste le français? Compte tenu de ce que je viens de vous dire sur ces grands auteurs, ces grands dramaturges, ces grands poètes aussi, qui m'ont accompagné étant jeune et qui continuent à m'accompagner aujourd'hui, oui, ma langue de cœur reste le français lorsqu'il est bien utilisé. Et le prénom Nelson? Alors ça, justement, c'était également le prénom de mon père, qui est donc, encore une fois, malgré ce vieux nom français, était tout à fait citoyen américain. Et donc, j'ai hérité de ce, je crois, joli prénom. Joli prénom, absolument. On pense évidemment, entre autres, à Nelson Mandela. Alors ça, c'est un très grand exemple. Moi, je pense de façon plus légère au surnom que m'a donné une fois très amicalement mon complice Philippe Candeloro, Nelson Montfort, mais le son moins fort. Ça m'a toujours beaucoup amusé. Et d'ailleurs, nous reprenons cette petite blague dans la pièce de théâtre dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'humour. Mais c'est pas ce que je fais avec vous. Là, je suis ici pour répondre à vos questions. Ça aurait pu être mon deuxième mot à vous proposer. Ça aurait pu être humour. J'ai hésité. Mais ça sera le mot qui vous sied également très bien, le mot bienveillance. Bienveillance.
C'est important ce mot. Oui, je trouve que c'est un joli mot de la langue française. Comment... Oui, bon, celui-là, il commence par B, mais il y a également quatre jolis mots de la langue française qui ont pour point commun de commencer par la lettre H, du coup, qui sont honneur, humour, humilité, humanité. Et c'est ce que j'essaie parce qu'il se trouve que j'enseigne dans une école de journalisme, et j'essaie de mettre ces quatre mots en avant. Mais bienveillance fait partie un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est le respect d'autrui, c'est le fait de pas nécessairement partager l'opinion de l'autre, mais de l'écouter avec bienveillance, justement. Oui, je trouve que c'est un très joli mot. La bienveillance pourrait s'approcher de tolérance. Et d'ailleurs, ça, c'est assez fort dans la religion protestante, la tolérance. On n'est pas d'accord avec autrui, mais on fera tout pour... Enfin, c'est voltairien aussi, ça. Mais on fera tout pour qu'il puisse exprimer son avis. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui m'est très, très cher. Très, très cher. Une valeur que vous avez transmise, vous parliez de vos 2 filles. Je crois que le mot transmission, c'est aussi un mot important pour vous. Oui, c'est exact. En tout cas, j'ai essayé de leur transmettre ces qualités-là, et je suis très heureux de dire qu'elles les ont. J'ai leur également transmis l'utilisation parfaite de la langue anglaise. Ça aussi, c'est un atout évidemment très important pour elles. Et je pense qu'elles feront la même chose avec leurs 2 filles, parce que je suis donc jeune grand-père, d'une petite Nala qui a 2 ans et demi et d'une petite Rose qui a 6 mois. Donc je leur fais confiance pour elles aussi de faire un petit peu ce que j'ai fait avec elles, c'est-à-dire de parler anglais à la maison et tout, et je suis sûr que ça se passera bien. Quel atout, quel atout. De parler plusieurs langues. Ouais. Ça facilite les choses quand on en parle. Et comment ? Tout de suite, dès la naissance. Oui, c'est à peu près ce qui s'est passé dès l'âge de 3-4 ans. Oui. Pour vos filles et pour vous. Ça forge l'oreille. Et c'est pour ça aussi que les langues sont venues plus facilement. Ensuite, sans doute en Suisse avec l'allemand, l'italien. Ce qui se passe, c'est que ça passe aussi par une approche personnelle, par un intérêt personnel. L'espagnol, par exemple, que je pense pouvoir dire que je parle couramment, est venu un petit peu après. Mais ça passe aussi par, c'est ce que j'ai à l'instant, par un appétit. Quand on va dans un pays, de s'imprégner des médias. À l'époque, il y avait les journaux. Aujourd'hui, il y a encore des journaux, mais il y en a tellement peu que... Enfin, à l'époque, quand nous allions souvent en vacances en Espagne, je lisais les journaux espagnols, j'écoutais les radios et télévisions espagnoles et tout. Donc ça aide beaucoup. Je dirais même c'est ce qui aide le plus, si tout au moins on n'est pas dans un pays où cette langue est parlée comme chez nous. Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, ce qui m'effraie, c'est le mot... Je trouve que je connais très bien l'Italie, c'est un pays que j'adore, qui n'aime pas l'Italie, mais je me rends compte, je suis stupéfait, que les jeunes Italiens parlent beaucoup plus l'anglais que le français. Le français est en perte de vitesse, et d'ailleurs, les Jeux Olympiques qui approchent vont être malheureusement, je peux malheureusement vous le dire d'ores et déjà, le français était normalement la première langue olympique instaurée par le baron de Pierre de Coubertin en 1896. Tout ceci est terminé aujourd'hui. Je pense que là, vu que ces Jeux se déroulent en France, il y aura sans doute des annonces, un peu plus d'annonces en français, parce que c'est à Paris. Mais sinon, dans les récents championnats et autres, le français était totalement mis de côté, hélas. Je vous propose de passer à mon 3e mot pour vous. Rien à voir avec les précédents, c'est le mot surnaturel. Alors, vous faites sans doute allusion au fait qu'il y a... Je vous laisse commenter. Oui, mais... non, mais je vais le dire, c'était il y a bien longtemps, c'était au début des années 80, où effectivement, accompagné de témoins, nous étions aux Arcs, dans la station savoyarde des Arcs, et effectivement, on a vu au-dessus de la cime des montagnes un objet extraordinairement lumineux, rectangulaire, très lumineux, qui ne faisait absolument aucun bruit, et ça, c'est un témoignage qui arrive très, très, très souvent de tous ceux qui ont pu observer ce que je crois être un ovni, puisque c'est de ça qu'il s'agit, un objet volant que je n'ai pas identifié, et qui, à un moment donné, oscille comme ça, très doucement, sans aucun bruit. Ça, c'est très frappant. Tous les témoignages concordent sans aucun bruit, et oscille à 45 degrés, et s'en va à une vitesse vertigineuse vers le cosmos. Donc,
je pense que ça, je ne sais pas si c'est un phénomène surnaturel, mais en tout cas, ce n'est pas un phénomène habituel. Ça, c'est certain. Alors après, j'ai enquêté, j'ai même écrit un livre là-dessus. Oui, qui est arrivé 30 ans après. Exact. Oui, parce que en 2019. J'avais atteint, je pense, une crédibilité plus grande, et puis sans doute une notoriété plus grande, plutôt que de sortir un livre au moment où personne ne me connaissait. Mais j'y tenais beaucoup parce que voilà, j'ai essayé. Personne n'est obligé de me croire. D'ailleurs, c'est ce que disent souvent les personnes qui ont observé ce que j'ai observé, qui parfois, d'ailleurs, ont fait des observations beaucoup plus fortes que la mienne, beaucoup plus fortes. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je sais ce que j'ai vu. Je ne bois pas, parce que je sais ce qu'on peut dire. Ouais, il a arrosé sa soirée et tout. Je ne bois pas, voilà. Et je ne sais toujours pas ce que c'était, mais ce que je sais, c'est que ce n'était ni un avion, ni un hélicoptère, ni une comète, ni rien de tout cela. Donc c'était quelque chose, une vision, effectivement, pour répondre à la question, à l'incrustation plutôt surnaturelle. Et après enquête, vous en avez déduit quoi ? J'en ai déduit que je pense qu'aujourd'hui, près de 60% des personnes y croient à ce phénomène. Il y a à peu près 20% d'indécis et 20% qui s'y opposent. Mais il y a un peu de ça, parce qu'en enquêtant, je me suis rendu compte que ceux qui n'y croyaient pas étaient beaucoup plus violents, c'est le mot, hein, beaucoup plus violents, c'est le mot. On m'envoyait promener au téléphone, etc., que ceux qui y croyaient, qui au contraire accueillaient mes questions avec beaucoup de gentillesse, voilà. Donc, je sais pas, moi, il me semble que quand on a quelque chose à cacher, on devient un peu plus agressif que quand on n'a rien à cacher. Donc voilà, moi, encore une fois, je ne tire pas de conclusion là-dessus, mais ça, c'est vrai qu'en enquêtant sur ce livre, j'ai appris pas mal de choses, et notamment sur la nature humaine de certains scientifiques. C'est-à-dire ? Ben voilà ce que je viens de vous dire. C'est certains qui n'y croient pas vous envoient vraiment promener, vous raccrochent au nez au téléphone, etc. Moi, je n'ai jamais raccroché à qui que ce soit au téléphone. Parfois, on m'interroge, on me pose des questions sur ma carrière, sur mon itinéraire professionnel, sur les grands que j'ai rencontrés. Parfois, ces questions, j'ai l'impression d'y avoir répondu, mais je n'ai jamais raccroché au nez à qui que ce soit, et encore moins été désagréable et tout. Donc, voilà, encore une fois, je pense que je ne veux pas me répéter, mais je pense que quand on accueille gentiment, etc., c'est plus crédible que quand on dit vous racontez que des bêtises. Enfin, bêtises est un mot en dessous de la vérité de ce que j'ai pu entendre. Un manque de bienveillance. Exactement. Le mot qu'on a utilisé tout à l'heure. Est-ce que justement le fait d'avoir eu cette expérience, c'était en 1989, est-ce que cela vous a interrogé sur le fait que nous soyons ou non seuls dans l'univers ? À partir du moment Qu'est-ce que vous en pensez ? À partir du moment où j'ai titré mon livre « Sommes-nous seuls ?», si la réponse avait été oui, il n'y aurait pas eu de livre. Donc pour moi, la réponse est non. Évidemment, nous ne sommes pas seuls. Alors maintenant, reste à savoir de qui, ou plutôt de quoi il s'agit. Moi, je pose plein de questions. Encore une fois, ce sont des questions qui sont argumentées par des grands scientifiques, qui soient d'ailleurs français ou américains. Et d'ailleurs, d'avoir écrit celui qui avait bien marché il y a quelques années, c'est très intéressant, parce qu'il peut y avoir également dans les explications un côté presque poétique. Je veux dire, après tout, nous ne sommes pas seuls. Qui peut venir nous rendre visite ? Pourquoi viennent-ils nous rendre visite ? Pourquoi les apparitions sont-elles tellement brèves ? Ça, c'est vrai. Parce que je pense que s'ils viennent nous rendre visite et qu'ils voient, ils repartent à une vitesse vertigineuse pour nous, peut-être pas pour eux. Moi, je n'ai pas vu de petits hommes verts, j'ai pas vu tout ça. Moi, j'ai vu ce que je vous disais il y a quelques minutes, et ça suffit à me poser de vraies questions, je pense, et de façon très objective, très cartésienne, d'avoir écrit ce livre et me dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Est-ce que Dieu peut aller de pair avec des extraterrestres ? Oui, parce qu'il peut aller de pair
avec toutes les inventions technologiques, il y a eu davantage d'inventions. Le monde a davantage progressé depuis 50 ans, depuis 80 ans, mettons, en tout cas depuis la moitié du XXe siècle, que dans toute la période qui l'a précédé. Donc si on remonte à la naissance de Jésus-Christ, donc de l'an 0 à l'an 1950, il y a eu un certain nombre il y a eu même beaucoup évidemment d'évolutions, etc. Mais il y en a eu plus entre 1950 et aujourd'hui qu'entre l'an 0 et 1950. Donc, le Seigneur s'est très bien accommodé de tout cela. Le Seigneur s'est accommodé des fusées, des avions à réaction, de l'électricité, de tout ça, quoi. Je veux dire, de la peinture, de la sculpture, de la musique, des arts, de tout ça, qui n'existait pas, évidemment, à l'époque. Donc voilà, je pense qu'effectivement, que oui, que l'existence de Dieu, pour moi, n'est pas du tout antinomique, si vous voulez, avec les progrès de la science. Et Dieu est le créateur de tout cela, de l'univers, oui, mais aussi du reste, écoutez, de ces événements surnaturels. Écoutez, il y a une phrase, parce que bon, je me suis évidemment, en écrivant ce livre, beaucoup intéressé à la NASA, puisque bon, et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un ingénieur allemand, Werner von Braun, qui avait pris entre-temps la nationalité américaine, était devenu l'un des grands pontes de la NASA, et notamment supervisant, avec d'autres, mais supervisant le programme Apollo. Et il avait dit un jour, c'est une phrase qui va totalement répondre à votre question, je ne conçois pas la création sans un créateur. Eh bien, je crois que ça répond totalement à votre question. Et encore une fois, il s'agit d'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Oui. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de scientifiques qui disent la même chose. Trinh Xuan Tuan, qui considère aussi qu'il y a un Dieu créateur derrière tous ces miracles de la vie. Oui, il y a des oratorios de musique. Il y a un oratorio de Joseph Haydn qui s'appelle La création. La création, c'est la création du monde, où ça commence par ce coup de tonnerre et où la nature apparaît, etc. Oui, moi je suis intimement persuadé qu'effectivement, sinon je pense que je ne serais peut-être même pas ici en train de vous répondre, je suis intimement persuadé qu'il y a un créateur et que ce créateur s'appelle Dieu et que son fils Jésus-Christ est le Dieu du monde. Voilà, ça j'en suis... Enfin, en tout cas, moi, je suis... Ça accompagne ma vie. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui peut parfois légèrement opposer la religion catholique et la religion protestante concernant le statut de Marie et concernant, évidemment, la période baroque de réforme, de contre-réforme et autres dans les églises. Ça, je dirais que c'est annexe par rapport à la création du monde dont nous parlions il y a quelques instants. On va en parler un petit peu, puisque c'est mon 4e et dernier mot, Nelson. J'anticipe alors. Vous anticipez très bien. Chrétien. Chrétien, vous le disiez, vous êtes effectivement protestant. Ici, nous sommes catholiques. Pourtant, tout le monde est chrétien. Il y a beaucoup de points d'accord entre les chrétiens, entre les catholiques et les protestants. Vous le disiez. Aujourd'hui, historiquement, un peu moins. Historiquement, un peu moins. Beaucoup moins, même. Vos deux parents étaient protestants ? Oui, alors oui. Et ça évidemment, oui, a accompagné ma vie dès le plus jeune âge. Il y a le protestantisme est peut-être autant une philosophie qu'une religion. Je m'explique. Un protestant vous dira rarement d'une personne, cette personne est gentille. Il vous dira, cette personne est intelligente. Mais qu'est-ce que l'intelligence ? L'intelligence, c'est l'intelligence du cœur. D'ailleurs, au fond, c'est la seule forme d'intelligence. Je suis un petit peu comme ça. Lorsque je perçois une intelligence du cœur chez mon interlocuteur, cette personne est destinée à devenir mon ami. J'ai tellement d'exemples que... Et ça dépasse largement la religion chrétienne. Mais c'est vrai que cette religion chrétienne, oui, non seulement accompagne ma vie, mais j'ai même le sentiment qu'elle accompagne de plus en plus. J'étais tout récemment à Troyes, dans l'Aube, où il y a, que je ne vous dise pas de bêtises, 8 églises et une cathédrale. Je crois que c'est ça, il y a 9 en tout, c'est 8 églises et une cathédrale. Eh bien, en me promenant dans cette ville magnifique qui plus est,
Je crois qu'il y a 8 églises, donc ça fait 9 en tout. J'ai dû entrer, j'étais avec ma fille Isor, peut-être dans 6 ou 7 de celles-là. Donc c'est bien la preuve, il n'y avait pas d'office. Et en plus, il restait, je veux dire, pas 2 minutes. Je veux dire. Donc voilà, c'est bien la preuve. Et ça, je ne le faisais pas avant. Donc, je ne veux pas sombrer dans la mélancolie, mais je veux dire, bon, c'est vrai, c'est normal, c'est la vie. Je suis forcément plus proche de la fin que du début, et je pense que voilà, que cette force, cette consolation, cette force, ce courage, cette détermination que m'apporte la religion chrétienne, elle me l'apporte beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ça c'est certain. C'est assez rare que je m'exprime comme ça, c'est même très rare. Mais bon, je sais à qui je m'exprime, à qui je parle. Des églises que vous visitez qui sont effectivement des églises catholiques? Oui, ce ne sont pas des temples. Alors, il m'arrive évidemment de pénétrer dans les temples. Enfin, les temples sont évidemment beaucoup moins. C'est pas la même chose. Et puis surtout, ils sont beaucoup moins nombreux. Ils sont beaucoup moins nombreux, comme vous le savez, en France. Beaucoup moins nombreux et c'est pas la même chose. Et pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je suis d'accord. Vous ressentez peut-être quelque chose. La spiritualité, pour moi, est la même, mais l'état d'esprit, l'atmosphère, le cadre, vous avez tout dit, c'est pas la même chose, je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a aussi, c'est vrai, des icônes qu'on ne trouve pas dans les temples. C'est exact. Dont la Vierge Marie. Pardonnez-moi. Ça vous fait éternuer. C'est ce qu'on a appelé du reste la période de la contre-réforme, qui justement, oui. Enfin, c'est pas vous que j'ai besoin de dire ça, vous savez tout ça par cœur, s'est opposé justement à ce décorum qu'il y avait donc dans les églises. Mais moi, ce décorum ne me gêne pas. Je sais pas si vous connaissez l'Autriche, l'Allemagne, le sud de l'Allemagne et la Bavière, où il y a des églises absolument merveilleuses, mais merveilleuses. Effectivement, on peut penser que ce style à rococo, etc., est peut-être un peu chargé, mais comme vous le dites, on ressent là quelque chose qu'on ne ressent pas dans les temples. Ça c'est certain. Ça, c'est certain. Et alors, quand il s'agit d'écouter des concerts, eh bien, d'aller dans un endroit comme celui-là, tellement plus fort que d'aller dans un auditorium, quelle que soit l'œuvre qu'on écoute dans une église, ça prend une toute autre forme. Même si à Notre-Dame, que l'on va voir ressurgir de ses cendres le 7 décembre prochain, je crois, j'ai une petite confidence à vous faire, la sonorité, mais tous les musiciens le disent, tout est merveilleux à Notre-Dame, sauf l'acoustique. Alors peut-être que ça va être un peu mieux avec les immenses travaux qui ont été, mais effectivement, je peux confirmer que l'acoustique à Notre-Dame, contrairement à la basilique de Saint-Denis, où là l'acoustique est merveilleuse, laisse un peu à désirer. C'est la seule chose qui laisse à désirer dans cette merveille. Qui laissait à désirer. Qui laissait. Alors justement, je vais être oui. Très attentif au fait, je suis persuadé que dans les travaux qui maintenant durent depuis des années, que des acousticiens, c'est comme ça qu'on les appelle, auront été appelés pour... enfin, j'en suis persuadé, donc nous verrons. Nous entendrons. Nous entendrons, bravo. Et vous, entre-temps, vous allez peut-être vous convertir? Non, c'est trop tard maintenant, Marie, c'est trop tard. Mais encore une fois, je pense que tout ce que je suis en train de vous dire vous font croire que je suis finalement très très proche de la religion catholique également. J'ai pas de problème avec ça. Je vous conseille d'écouter une chanson merveilleuse de Laurent Voulzy qui s'appelle Jésus, que j'adore. C'est pas une de ses chansons les plus connues, elle date de 94. C'est pas une de ses chansons les plus connues, mais c'est une merveille absolue de chanson. Même sourire devant, même air qu'on respire en même temps, même vie pourtant tant de chemins différents. Oh, 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 oh. Pourtant seul, bon, j'arrête là, mais voilà, c'est une chanson magnifique. Non, continuez. Jésus, roi du monde, nos âmes sont pareilles pourtant, toi seul choisis comment. Enfin, c'est vraiment une chanson magnifique. Et c'est-à-dire cette chanson a été écrite par Laurent pour ADT Quart-Monde. Et vous savez qu'il a entamé un tour de France des cathédrales, notamment il y a un concert qui a été enregistré au Mont-Saint-Michel, où évidemment, qui dit Tour de France des cathédrales dit que cette chanson-là tient un des tout premiers rôles dans le spectacle. Et, enfin voilà. Merci pour ce partage, Nelson Montfort, et cette chanson, cette improvisée.
C'est très touchant. Avant de conclure, comme vous parliez de visiter de plus en plus d'églises à mesure que le temps passait, ce temps qui passe, qui nous rapproche de notre dernière demeure, comment l'envisagez-vous? Est-ce que vous y pensez de temps en temps à cet au-delà? J'y pense souvent. Voilà, je sais, enfin, j'ai la conviction que j'irai retrouver mes parents, que j'irai retrouver tous ceux que j'ai aimés, que j'irai retrouver les plus belles musiques, les plus beaux paysages, peints notamment par Van Gogh, que j'aimais tant. J'envisage pas ça comme quelque chose de profondément triste et que la vie s'arrête. La vie ne s'arrêtera certainement pas. Et donc, voilà, non, j'envisage ça comme... pour reprendre le titre de votre émission, comme une certaine lumière qui va m'accueillir. Enfin, j'hésite un peu sur les mots, parce qu'encore une fois, je m'exprime si rarement là-dessus, mais à vous, je peux bien le faire. Et voilà, donc... Et puis, comment dire, je crois que c'est saint François d'Assise qui disait que personne n'a jamais prétendu que Jésus était quelqu'un de triste. Après tout, c'est vrai. Je veux dire, il n'est pas interdit de rire, de sourire dans la vie qui nous attend. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends faire et je suis persuadé que ce sera le cas. Alors ça, je m'en persuade vraiment. Et voilà, ce sont des sentiments diffus. L'instant même, évidemment, est triste. L'instant même est très triste pour ceux qui restent et qui survivent. Mais pour celui qui est concerné, l'instant T est difficile, mais ce qui suit, c'est une véritable lumière. J'ai pas besoin. Autrefois, je m'en persuadais. Aujourd'hui, j'en suis persuadé. Une lumière immédiate. C'est vrai que dans le culte protestant, il n'y a pas de purgatoire, je crois. Non, non. Tout de suite, le paradis, la lumière. Je vous le souhaite, Nelson Montfort. Merci, Marie. À tout de suite. Nelson Montfort, je suis de nouveau en face de vous. Merci encore pour toutes ces belles choses que vous nous avez partagées. Parmi les 4 mots proposés, est-ce qu'il y en a un qui vous a un peu plus interpellé? Honneur, humour, humilité, humanité. Je pense que la société manque pas mal d'humour aujourd'hui. Voilà, j'aimerais bien qu'on revienne peut-être à un petit peu plus de légèreté parfois de temps en temps, même si c'est vrai que les événements que nous avons traversés en ce début d'année ne nous y incitent pas, mais voilà. Et puis humilité, bon, humanité englobe tout le reste. Oui, humanité, alors, il y avait bienveillance, mais humanité, c'est peut-être un des plus jolis mots de la langue française également. Humanité, humanisme. Oui, exactement, exactement. Vous qui avez l'habitude d'interviewer, est-ce que vous aimez bien être interviewé? Là, en tout cas, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Ce que je disais tout à l'heure, lorsque je ne voyais pas. Mais c'est assez fort quand on ne voit pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le média radio est un média très fort, parce que le média radio permet d'imaginer les situations. Moi, j'ai des grands souvenirs, notamment de reportages de sport, notamment à la radio, parce qu'on imagine, etc. Et c'est parfois plus fort, c'est parfois plus fort qu'à la télévision, des grands événements entendus à la radio. Et donc, pour vous dire, c'est un peu comme de la radio, je trouvais que c'était très fort, parce que je ne suis même pas sûr que, bon, je vous ai dit des choses quand même assez intimes, que je me serais lié de cette manière si je vous avais en face de vous. Non pas que vous avez un visage effrayant, vous avez au contraire un visage extrêmement accueillant, mais c'est pas la même chose. Et c'est un exercice assez intéressant, en fait. Et je pense que vous avez raison de lier un peu les deux. Un peu comme dans le confessionnal. Oui, oui, il y a probablement un peu... D'ailleurs, je pense que cette émission y ressemble un petit peu, non? Peut-être. En tout cas, on va clôturer cette émission en reparlant de sport, de votre actualité. Ouais. C'est moins intime, on va braquer les projecteurs, ça sera lumière extérieure plutôt que lumière intérieure, puisque là, vous partez tout de suite sur les Jeux Olympiques pendant tout l'été.
Oui, parce qu'entre-temps, il va y avoir les Jeux Olympiques. Ensuite, moi, j'aurai la chance d'être sur la rubrique patrimoine, les châteaux, les cathédrales, les abbayes, etc., sur le Tour de France. Il y a le Tour de France féminin. Et puis derrière, il y aura les Jeux paralympiques. Il ne faut pas dire paralympiques, que nous allons beaucoup encourager en les diffusant de manière quasi totale et une diffusion qui ressemblera pas mal à celle des JO pour les valides. Et donc là, pour tous ces JO, c'est quand même important d'avoir l'image en plus que le son. C'est bien de voir les performances. Bien sûr. Mais il n'est pas interdit de faire les deux. Il n'est pas interdit de faire les deux. Et de lire également. Je vous propose de lire Un été sport avec Nelson Montfort à la télé et également en livre. Et puis sur les planches aussi. Ça sera plus à partir de septembre. Mais je vous en informerai, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Marie. Montfort. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission sur ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end.